Bonjour et bienvenue sur le podcast Lifestyle Family Business. Partageons, inspirons-nous et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la périnatalité, de façon naturelle. Je suis aussi formatrice doTERRA avec mon mari Christophe. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile avec nos 4 enfants. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans ce podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute ! Bonjour Najat, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à toi Audrey. Donc, on s'est rencontrés lors d'un workshop à Dubaï. Je t'ai Mmh. parlé des huiles et puis, toi tu as forcément, je vous ai demandé de vous présenter et tu as parlé, de ce que tu faisais, de ta vision, de ce que tu avais envie où est-ce que tu avais envie d'aller, de l'impact que tu avais envie d'avoir et ça m'a vraiment parlé. Donc je m'étais dit dans un petit coin de ma tête qu'un jour j'allais te recontacter pour qu'on passe un moment ensemble et que tu me dises plus d'infos. Donc, Mmh. du coup, est-ce qu'on peut commencer par, te présenter? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Najat Amara. Je suis chirurgien digestif. J'ai fait ma formation là où je suis née, c'est-à-dire en France. J'ai commencé en Haute-Normandie, mon externat. J'ai fait mon internat à Bordeaux. J'ai fait un petit passage à Paris, en hépatobiliaire et transplantation. Et puis, j'ai fait mon clinica à Lille, au CHU catholique de Saint-Vincent. Et globalement, j'ai fait un peu tout dans ma formation. Je me suis un peu intéressée au colorectal, je me suis un peu intéressée à l'hépatobiliaire, à l'endocrino et j'ai jamais voulu vraiment me surspécialiser, contrairement à ce qui est la tendance de la formation en France en chirurgie digestive actuellement, c'est on nous force à avoir une surspécialisation, c'est-à-dire où tu veux faire la chirurgie de l'obésité, où tu veux faire de la chirurgie colorectale proctologie, où tu veux faire l'hépatobiliaire, où tu veux faire de l'endocrine. C'est c'est très, on te force à emprunter une niche, à y rester. Et j'ai jamais voulu ça. Je pense que ça me vient du fait que et j'ai fait médecine à cause de Médecins sans frontières. Quand j'étais gamine, à genre, je sais pas si tu te rappelles la crise de la guerre en Somalie, à l'époque où Bernard Kouchner était sur les écrans partout à la télé avec l'opération récupérer du riz dans toutes les écoles. J'ai commencé à m'intéresser à la médecine à ce moment-là. Il m'a vraiment impressionné, Kouchner. Et bon, par la suite, j'ai fini par découvrir qui c'était, hein. Mais en tous les cas, ça a démarré une motivation à mes 9-10 ans et qui est jamais vraiment partie et j'ai fait médecine là-dessus. Hem, Pourquoi la chirurgie? Parce que je suis tombée en amour pour l'anatomie. C'était mon havre de paix. Quand on me forçait à réviser la psychologie médicale, la santé publique et cetera, ma pause, c'était de faire mes schémas d'anatomie et ça s'est poursuivi par la suite avec mes stages où j'ai radicalement choisi des stages de chirurgie et très, très peu en médecine. Heu, Très tôt déjà, je pense que j'ai vu, l'absence d'intérêt de ma part pour tout ce qui était des disciplines médicales ou par exemple en médecine interne, tu as un florilège de maladies différentes, mais un seul et unique traitement, c'était immunosuppresseur avec corticoïdes. Je voyais pas l'intérêt de ça et donc je me suis plutôt intéressée à la chirurgie qui était la médecine dont on avait besoin en urgence, la médecine de l'utilité, on va dire primaire, urgente, Vital. c'est ça, c'est vraiment, vital, exactement et ça a fait aucun doute. C'est-à-dire que même je me rappellerai toute ma vie, c'était en deuxième année de médecine, on faisait un atelier en psychologie, le psychiatre qui nous encadrait, m'avait dit direct en me voyant réagir à un cas, clinique: «Bon, toi, tu seras chirurgien». Il y a des choses comme ça, ce sont des évidences dès le Mmh. départ, tu sais où tu vas finir et donc voilà, j'ai fait chirurgie viscérale parce qu'anciennement, c'était la chirurgie générale. Avant, en chirurgie, ils pouvaient gérer une césarienne, une fracture, un hématome extradural au niveau, du crâne. Ils pouvaient tout gérer. Ils pouvaient absolument tout gérer. C'est plus le cas maintenant, mais j'ai l'intime conviction que,
malgré tout ce qu'on entend avec l'intelligence artificielle, etc., la chirurgie robotique, tout ce qui est futuriste, à mon avis, on va revenir vers une prise de perspective, une prise de recul, et on va se recentrer sur l'aspect global du patient, et pas se spécialiser sur telle ou telle, tu sais, la maladie du cinquième doigt de la main droite. Mais du coup, la Voilà quoi. chirurgie viscérale, c'est quand même une spécialité. On est d'accord, c'est quand même une spécialisation, mais que tu as été Oui. faite, que tu as dû faire un peu forcer. La chirurgie, tu savais que c'était ça que tu voulais faire, mais la Oui. partie viscérale, toi, tu aurais aimé être un peu plus généraliste. C'est ça? Absolument, j'aurais voulu. Et c'était dans le schéma de la réflexion, je m'étais creusée sur la vasculaire, parce que vasculaire, tu as les artères dans tout le corps, et donc ça m'intéressait, mais c'était de plus en plus, encore une fois, on va vers le moins invasif, donc la radio, tu sais, l'endovasculaire, on n'ouvre même plus les malades sur pas mal de... On peut traiter une aorte à distance sans même ouvrir le ventre d'un malade, ce qui est génial en soi. Mais c'est beaucoup, ça dépend beaucoup des machines, des rayons, on est à distance, on voit pas vraiment tout avec notre œil en direct. La chirurgie cardiaque, pareil, toutes ces spécialités qui sont très, très dépendantes d'un équipement particulier, qui sont dépendantes d'un CHU, d'un plateau technique et d'un environnement professionnel particulier également. La chirurgie viscérale, c'est encore une des rares que tu puisses faire un peu partout, quel que soit le milieu, même au fond d'une cave, si je peux donner cette image, c'est encore une chirurgie qu'on peut faire qui garde un peu cet esprit à l'ancienne. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, est-ce que tu peux préciser ce que c'est que la chirurgie viscérale, s'il y a des personnes qui veulent Mhm. mieux comprendre? Bien sûr. Donc, comme je disais, c'est l'ancienne chirurgie générale. Donc, chirurgie viscérale, elle s'attache à tout ce qui est organes intra-abdominaux et pas que. Ça veut dire que on va se centrer sur l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, l'intestin, le côlon. Euh, mais également, on va faire un petit peu aussi la proctologie, ça peut en faire partie. Donc, tout ce qui est problème qui tourne autour des maladies de l'anus, les bobos, les lipomes, les boboules à enlever, les kystes sébacés, les choses comme ça. C'est les chirurgiens digestifs qui peuvent les gérer. Euh, c'est c'est très difficile de mettre des limites en vérité parce que même des brûlures, maintenant moi je me suis intéressée à la prise en charge des plaies. Euh, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un plasticien qui les fasse, mais souvent les plasticiens ils s'intéressent plus à tout ce qui est cosmétique ou reconstruction, pas tellement chirurgie des plaies chroniques. Euh, donc on fait globalement le viscéral, c'est l'intra-abdominal, avec un plus-moins, petite bouboule à enlever à droite à gauche, petit bobo à traiter à droite à gauche. Voilà. Oui, donc c'est assez généraliste quand même. C'est vrai que dans Ça cette le reste partie-là, il y a encore, quand oui. même beaucoup de choses. Mm. Hem et du coup, donc dans ta ca tu as commencé ta carrière en France, puis tu t'es expatriée, à Dubaï pour travailler à Oui. Dubaï. Moi, Mhm. j'ai énormément voyagé et travaillé à l'étranger aussi. Je trouve que c'est très, très riche, d'aller dans différentes cultures, différents pays et de voir comment ça fonctionne pour enrichir un petit peu sa pratique professionnelle. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à aller là-bas? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui t'a attiré? Et qu'est-ce que ça change de travailler là-bas versus la France? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voyager, bon, ça éduque l'esprit, ça cultive l'ouverture et la façon de penser, mais pas que. Et en médecine, on a une forte tendance, je ne sais pas si tu as d'autres personnes autour de toi qui pratiquent la médecine, mais on a une forte tendance à être chauvin. C'est on fait comme on fait, parce qu'on a toujours fait comme ça, et si ailleurs on fait autrement, ça ne nous intéresse pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans mon parcours, comme je t'ai dit, hein, je suis passée de Normandie à l'Aquitaine, en passant par Paris et ensuite dans le Nord. Mais j'ai pas fait que ça pendant mon externat. Je suis partie, j'ai fait partie des rares externes à être partie à l'étranger. J'ai fait 2 mois et demi au Canada et 2 mois et demi en Inde. En fait, très tôt, je savais que j'allais me vouer à une espèce de perspective multiculturelle de la médecine. La France a une école de la médecine et de la chirurgie qui est incroyable et très, très forte. Mais elle a tendance à se reposer sur ses acquis et pas se remettre en question. De manière générale, ça. Ah oui, ça, je pense qu'on peut l'extrapoler à pas mal de disciplines. Mais c'est Mmh. vrai qu'en médecine et en chirurgie, c'est très, très difficile de bousculer un peu les gens, de les contredire et de les faire réfléchir, de les faire douter. Aux États-Unis, c'est un peu moins le cas.
Mais c'est vrai qu'en France, on bute contre Après, ces quand ça obstacles. marche, pourquoi changer? Tu vois? Oui, mais est-ce que ça marche vraiment? C'est Qu'est-ce que ça. toi, tu appelles marché? C'est Ouais. exactement ça. C'est-à-dire que tu vois, je mets le rapport parce que moi, je travaille beaucoup en fertilité. Et, euh, Mhm. et du coup, moi, personnellement, donc c'est pas moi, je suis pas médecin, je suis pas gynécologue. Par contre, ça m'arrive de recommander. Et moi, quand je recommande toujours des gynécologues en Espagne. Même si je connais des gynécologues très bien en France, mais là, ils sont en avance pour moi sur la fertilité vraiment par rapport à la France. Et d'ailleurs, c'est très simple quand on va chez un gynécologue en France, souvent quand on dit bah, on part faire une procréation médicalement assistée en Espagne, mais pourquoi? Et je sais plus pourquoi je te disais ça. C'était quoi qu'on disait juste avant? On bute contre la résistance Ouais, en plus des contre la médecins en résistance. France. Mais en fait, donc la fertilité en France, elle fonctionne. Tu vois, c'est pas qu'elle fonctionne pas, elle fonctionne. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à avoir un enfant en France, ça se passe bien. Mais au bout de combien? Mais ça fonctionne moins bien. Et forcément, Mhm. si tu vas pas regarder ce qui se passe ailleurs, bah, tu peux pas savoir que ça fonctionne mieux ailleurs et que Ouais. ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Tu vois, ça demande une C'est ouverture d'esprit. exactement. Et juste le fait de vouloir savoir comment ça se passe ailleurs, ça te met déjà en marge Mm. de du groupe en médecine. Ouais. C'est, je me rappelle, je vais te donner un exemple tout simple. Je t'ai dit que j'ai fait un passage en chirurgie hépatobiliaire à Paris. En fait, toute l'équipe m'a posé la question parce que j'ai jamais cherché à avoir un poste à Paris. J'ai pas cherché à écrire un article pour avoir mon nom à côté du patron qui était mondialement connu. J'avais pas cette ambition-là. Donc on m'a demandé au bout de quelques mois, mais pourquoi tu es venu? Si c'est pas, en gros, si c'est pas pour avoir un poste, si c'est pas pour publier avec nous, pourquoi tu es venu? Ils comprenaient pas l'idée de, bah, je voulais voir comment se faisaient les pâtes autrement qu'à Bordeaux. Mm. C'est juste ça, c'est véritablement juste ça. Et déjà, donc même au sein de la France, les gens n'ont pas cette façon de voir. Mais alors imagine l'international, sans parler de l'obstacle capital qui est de parler anglais. Alors là, Mm. Ah oui, c'est on ça. parlait de chauvinisme tout à l'heure, Mais là, c'est pas quelque chose une qu'on apprend en catastrophe. médecine non plus, les langues étrangères. Alors ils essayent, mais il y a une résistance. Il y a de la résistance partout en France. Ok, autre sujet. Du coup, ce qui t'a poussé à aller à Dubaï, à la base, c'est... Ah, c'est un petit peu sensible comme thématique. C'est un petit peu sensible comme thématique. Ce qui m'a poussée à aller à Dubaï, c'est une première chose, ce chauvinisme dont je vais parler dans le système hospitalo-universitaire en France, le fait que j'ai pas pu choisir l'endroit qui me correspondait le mieux, mais qu'il fallait que simplement je me contente de, entre guillemets, des restes, des postes, à savoir enfin vraiment des coins reculés avec euh, une patientèle particulière Parce et que tu étais enfin jeune? Parce que par rapport à ton âge? Ah, non, ok. par rapport à un autre critère de ma démographie. Ok, par rapport à des origines, en fait. Voilà. Donc, ça faisait quelque temps déjà que je voyais des documentaires sur les Émirats avec les gens bah, de mon profil, tout simplement, avec le savoir-faire et la culture à l'européenne, mais la capacité de s'exprimer en arabe et de comprendre la culture arabo-musulmane. Et du coup, j'ai tenté le transfert, tout en préparant quand même à un possible échec. J'avais quand même préparé une licence en Angleterre au cas où. Et puis finalement, ça s'est bien goupillé aux Émirats, donc ça fait maintenant 8 ans que j'y suis. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que la pratique de la médecine et de la chirurgie ici est radicalement différente. Il y a du plus, il y a du moins, bien évidemment, mais c'est vrai que j'ai pu tenter des choses ici d'un point de vue holistique que je n'aurais jamais pu tenter en France. C'est hyper intéressant parce que j'en parlais juste avant qu'on commence l'enregistrement. Tu vois, les gens, Dubaï, ils ont l'image des personnes qui justement qui font pas du tout d'holistique, pas du tout de naturel, que du surfait. Et en fait, tu es en train de me dire qu'il y a quand même cette culture et il y a cette ouverture aussi. Mhm. Cette ouverture et je dirais même je ne vais pas dire éducation, mais cette culture générale intellectuelle. Euh,
ça part d'un truc très très simple. Les Émirats le système de soins aux Émirats, il est calqué sur le système des soins du soin aux États-Unis. Donc c'est surtout privé, basé sur assurance et donc couverture de procédures ou de traitements basés sur des diagnostics clés, des mots clés, etc. C'est très très robotisé. Ce système fait que il repose moins, c'est moins un fardeau sur le gouvernement et sur les dépenses publiques, mais en contrepartie, parce que c'est privé, c'est motivé par le profit. Et donc, les assurances ont tendance à moins payer et les hôpitaux ont tendance à plus facturer, de sorte que chacun essaie de faire en sorte d'avoir un bénéfice à la fin de la transaction. À cause de cela, on se retrouve avec énormément de médecins qui surfacturent ou qui poussent à des traitements et des chirurgies qui ne sont pas forcément nécessaires. Les patients, au bout d'un moment, ne sont pas aveugles, sont loin d'être bêtes et ils le voient. Ils ont beau faire confiance au début, mais au bout d'un moment, c'est criant. Et donc, à force de voir cette démarche qui est absolument pas centrée sur le patient, mais qui est centrée sur qu'est-ce qu'on peut tirer de l'assurance, les gens ont commencé à s'éduquer. Ils ont commencé à s'informer. C'est surtout sur Internet. Maintenant, tu as des tonnes de podcasts, d'interviews sur les réseaux sociaux, de gens qui développent enfin, des formations de health coach, médecine fonctionnelle, la nutrition, etc., les superfoods. Enfin, maintenant, les gens, les sources d'information et de désinformation quand même parfois, elles ne manquent pas. Et ça fait qu'on a face à nous maintenant des patients qui, parfois, ont peut-être même plus de vocabulaire, plus de notions physiologiques que les médecins qu'ils ont en face d'eux. Et ça, c'est une catastrophe. Ça a forcé un réveil de certains des collègues. C'est une catastrophe que le médecin ne sache pas autant que le patient. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Ok. Et ça a forcé un certain réveil, notamment moi, le mien. Le mien, il est venu aussi par une histoire personnelle. Mais c'est le cas de la plupart des praticiens qui se sont tournés vers les médecines alternatives. Ça a souvent commencé avec une histoire personnelle. Si ce n'est pas eux, c'est quelqu'un de leur famille, où ils ont vu l'échec de la médecine allopathique. Hyper intéressant parce que on voit, nous, en France, tu vois, vu qu'on a un modèle géré par le gouvernement avec beaucoup d'assistanats Mhm, qui, du coup, donne l'accès à la santé à tout le monde. Et ben, le modèle des Émirats, on le voit, et des Américains, on le voit vraiment comme le méchant loup, tu vois. Et d'un autre mhm. côté, ben, on voit que finalement, nous, on se retrouve avec un système de santé qui veut tellement guérir tout le monde et tellement rendre les personnes dépendantes parce que c'est facile. Ben, on se retrouve dans un moment aujourd'hui où quand tu as ton enfant qui est malade, tu peux plus avoir un rendez-vous chez ton généraliste, on te dit par aux Ouais, urgences. Alors ouais. que c'est une fièvre ou un rhume, tu vois. Mhm. Et puis tu fais la queue aux urgences pendant très très longtemps. Donc vraiment le système de santé en France, il est très compliqué, mais dans un autre sens. Et Ouais. il fait que les personnes ont envie on se dise, ok, bon voilà, il va falloir peut-être qu'on commence à essayer de comprendre par nous-mêmes parce qu'on ne sait pas où on va, il faut qu'on devienne autonome. Et toi, d'un autre côté, ben, c'est le contraire, c'est que les personnes ne veulent pas se faire, enfin, veulent comprendre pour pouvoir avoir aussi un rôle dans la situation, quoi, dans la prise en Mhm. charge de leur santé. Absolument. Mhm. Comme quoi, on est en train de converger, peu importe le modèle qu'on a, en fait, aujourd'hui, les gens veulent comprendre. Ouais. C'est aussi pourquoi je t'ai invité aujourd'hui. Du coup, dans ton métier aujourd'hui, au quotidien, quelles sont les problématiques ou les pathologies que tu vois le plus souvent? Alors, la beauté de ma spécialité, c'est que je suis un peu le médecin. Alors, je vais être pour ceux qui ont un problème directement lié à l'abdominal, ça va très bien, c'est centré, c'est carré, ça va vite. Mais je vais aussi avoir des patients qui arrivent à ma porte simplement parce qu'ils ont fait le tour de toutes les spécialités possibles sans avoir trouvé de solution. Et j'en ai à plusieurs reprises qui ont pleuré tel- tellement, quand j'ai pu leur expliquer ce qui les a amenés à avoir le problème de santé qui les a amenés à moi, parce que pour la première fois, ils avaient une explication plausible de leurs mots. Après avoir vu un neurologue, un dermato, un médecin, un interniste, un gastro, papa. Et ça devient de plus en plus régulier. Donc, je vois effectivement les gens qui viennent me voir pour des calculs à la vésicule biliaire, je vois des hémorroïdes, je vois des problèmes de douleur abdominale qu'on n'arrive pas trop bien à caractériser, je vois des lipomes, les bouboules dont je parlais, ça va être des lipomes, des kystes sébacés, je vois des problèmes de thyroïde,
Je vois des problèmes de plaies aussi, beaucoup, les pieds, ce qu'on appelle les pieds diabétiques, dans les gens diabétiques qui font pas attention à l'hygiène de leurs pieds et qui vont développer comme ça petit à petit des plaies qui vont s'approfondir et puis s'infecter et devenir chroniques et qui peuvent amener à des amputations si c'est pas traité correctement. Je vois des brûlures, je vois des complications chirurgicales de plasticiens enfin des chirurgies plastiques qui ont été faites à l'étranger. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens aux Émirats font. Ils sont envoyés à l'étranger et puis le chirurgien n'assure pas le service après-vente et on se récupère beaucoup ces patients-là. Hmm. Euh, je vois Ça, même c'est les des travers corps. des tarifs. Je pense ça doit coûter moins cher de se faire opérer à l'étranger. Absolument. Absolument, c'est la principale cause, hein. Je vois des verrues qui persistent malgré le fait que des patients aient vu 5 différents dermatos et aient Ah fait bon? 4000 traitements, ouais, Des verrues cryothérapie. Je vois plantaires, des choses comme ça? ouais, des verrues Ok. plantaires, des corps aux pieds qui partent pas, Donc je, pas forcément, parce que dans ma tête, moi, les verrues, ça n'a rien à voir avec le viscéral. Mais si? oui. Ou c'est juste qu'en fait, ils Non, viennent te voir t'as tout parce à fait qu'ils raison. connaissent sur bouche à oreille, ils savent que toi, tu as une dimension holistique et que tu vas peut-être aller trouver. Parfois même pas. Ils viennent véritablement parce qu'ils me disent, je ne sais plus quoi faire, coupez-moi ça. Et c'est moi qui vais par la suite Ah, redresser le tir et leur dire, bon, écoutez, en fait, d'accord, vous avez vu le dermato, il a eu le bon traitement, mais c'était pas la bonne durée, c'était pas la bonne façon, etc. Et donc, il y a un peu, je dois repasser pour faire l'éducation. Mais véritablement, je vois des migraines, ça m'est arrivé de voir aussi des syndromes myofasciaux, où par exemple un jeune qui était venu, accident de jet ski, se retrouve avec un énorme spasme. C'était du carré lombaire, un muscle profond au niveau du dos. Il m'est venu en fauteuil roulant. Je lui fais une manipulation. Bon, il a bien crié, mais je lui fais une manipulation de la moitié d'une minute et il est reparti en marchant. Enfin, le, on en parlera tout à l'heure, mais à force de me retrouver comme le dernier recours pour une grosse partie des patients, j'ai dû me former à plusieurs disciplines, on va dire, pour pouvoir aider au plus vite et le plus grand nombre. hmm, J'ai pas le choix. hyper intéressant. Et donc, du coup, avec ton regard aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui provoquerait ou favoriserait toutes les maladies? Tu m'en as dit beaucoup, donc du coup, je suis un peu perdue. J'étais vraiment partie sur une question par rapport au ventre, à la digestion, tout ça. Oui. Donc, du coup, qu'est-ce Mais qui, oui, mais selon tout est toi, lié. tout est lié, mais Mais ça, c'est c'est ça qui est sûr. beau. Ouais. Mais ça, c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, il y a un hadith, tu sais, c'est une parole de notre prophète qui dit que la source de tous les maux est le ventre. Hmm. Donc, Ben c'était oui. déjà quelque chose de connu il y a plus de 1400 ans. Et c'est remarquable. Parce que je te dis, pourquoi je t'ai parlé des verrues, etc. Pourquoi je t'ai parlé de ces gens? Il y a même des gens qui venaient me voir. Tu sais, ces petites. Oui, c'est ça, c'est aussi des petites verrues que tu as sur le col, au niveau de frottement de col de chemise ou de t-shirt sur le cou et le creux susclaviculaire. Pareil, c'est des choses, t'expliques aux patients qu'en gros, on est tous porteurs de bactéries, de virus sur la peau, mais qu'ils ne nous causent aucun problème jusqu'à ce qu'il y ait un souci au niveau intestinal et au niveau du microbiome qui nous perturbe au niveau immunitaire, immunologique. Et c'est là que commencent les manifestations diverses et variées, parce que ce n'est pas que le ventre. C'est pas parce que l'origine est le ventre que ça va se cantonner au ventre. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Tu vas avoir des gens qui vont développer des TOC alors qu'ils n'étaient pas connus pour faire des TOC. Et tu te rends compte que ça coïncide avec le fait qu'ils aient pris, par exemple, un traitement antibiotique très, très lourd pour un hélicobacter pylori de l'estomac, parce que le protocole de nos jours, c'est ça, c'est 3 antibiotiques, plusieurs jours, plus un antiacide de l'estomac. Et je vais Hmm. avoir comme ça des gens, quelques mois après, qui développent des constipations fulgurantes, enfin qui arrivent à rien, alors qu'avant, ils n'avaient aucun souci. Des gens qui gentiment deviennent un peu dépressifs et qui vont aller jusqu'au psy pour aller avoir de l'antidépresseur. Des gens qui Ça, c'est développent sûr. des... Mais oui, des rages cutanées, qui n'en avaient pas On avant. dit que les intestins, c'est le deuxième cerveau, donc ça peut, en fait, un dérèglement peut conduire à une dépression, un état dépressif. Complètement. Sauf qu'en fait, moi, je leur dis, il y a une communication directe entre viscères et cerveau, sauf que
la communication, j'aurais tendance à dire, elle est plus 90% viscère qui contrôle le cerveau plutôt que l'inverse. C'est Waouh. à ce point. Mmh. Ça doit être du coup, finalement, c'est hyper intéressant parce que en fait, finalement, c'est ce que tu disais, tu fais de l'holistique. Oui, Heu, mais c'est très difficile de. Bah, tu vois bien, là, on discute. Je dois avoir ce discours-là avec chacun des patients qui viennent me voir pour un cancer de la thyroïde ou pour une verrue. C'est très, très prenant. Tu pourras leur envoyer ce podcast, comme ça te fera peut-être gagner un peu de En temps. francophone, ouais. Aux francophones, c'est ça. Du coup, est-ce que tu penses que toutes ces maladies, tout ce que tu accompagnes aujourd'hui dans ton quotidien, est-ce que tu penses les personnes, elles arrivent en dernier recours? Donc c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, tu te Mhm. retrouves avec des personnes dont tu dois être un petit peu frustré, toi qui aimes bien l'holistique et le préventif. Est-ce que tu penses que, les personnes pourraient mettre en place enfin, certaines maladies pourraient être évitées? Ah oui, 100%. Moi, ce qui me frustre, comme je te dis, en étant le dernier recours, ils arrivent avec tout un dossier ou tout un vécu avec d'autres médecins, d'autres spécialistes donc n'ont pas du tout la même vision que moi ou de certains collègues holistiques. Et essayer de leur faire comprendre euh, que leur pratique n'est pas ce que moi j'adopte, mais en même temps, ne pas aller jusqu'à dire la phrase ils ont tort. C'est une ligne qui est très difficile à pratiquer parce que je vais te donner un exemple. L'ulcère, on va dire la gastrite, et avec la présence de la bactérie Helicobacter. Tout le monde connaît ce truc-là. Maintenant, on a un protocole d'éradication. C'est basé sur 3 antibiotiques, c'est plusieurs jours. Bon, il y a une étude japonaise qui est sortie qui montre que plutôt que d'utiliser des antibiotiques, on pourrait utiliser un seul probiotique qui est très bien connu, Lactobacillus reuteri, et qui éradique Helicobacter tout aussi bien, mais sans occasionner les méfaits et les effets secondaires de ces antibiotiques. Donc, ça, c'est l'évidence-based medicine. Ça, c'est toute la communauté scientifique ne voit que par ça. Donc, en gros, des postulats médicaux qui sont basés sur des observations ou des études scientifiques avec un certain nombre de patients étudiés, etc. Donc ça, c'en est une, par exemple. Mais les gens, j'aime pas ne pas utiliser des mots anglais, mais en gros, la culture mainstream, en gros, la majorité, la masse, va pas défendre cette étude-là. Elle va aller plutôt vers le protocole habituel qui est dans les bouquins et qui n'a pas été discuté depuis des années. Et donc, moi, je suis contre ça. Si c'était moi, si ça me concerne moi, je n'utiliserais pas ces antibiotiques. Mmh. J'utiliserais le probiotique. Et j'ai tendance à traiter mes patients comme si c'était les miens, comme si c'était moi-même, Mmh. parce que je leur veux le bien. Mmh. Et j'essaie de leur dire gentiment, de façon neutre, non, ce qui a été fait auparavant, ce n'est pas une erreur, c'est de la médecine conventionnelle, mais ce qu'il vous faut, à vous, c'est une médecine holistique. Mais parfois, c'est très difficile. Bah, en fait, c'est comme tu disais, c'est la culture de la réfraction d'être réfractaire au changement, en fait. Oui. Et en fait, les médecins, ils ont tellement peur. Tu vois, c'est comme la césarienne, parce que moi, du coup, je suis en périnatalité. Parfois, les médecins vont plus facilement faire une césarienne parce que finalement, il y a moins d'inconnus. La césarienne, on sait qu'il y a tant de pourcentage de réussite, tant de pourcentage tu vois? Et donc, il y a moins d'inconnus que sur un accouchement voix basse où tu es vraiment dans le néant. Et du coup, Mhm. les médecins, vous avez enfin, ont tellement appris dans l'éducation à être dans le contrôle que finalement, ils préfèrent donner les antibiotiques où ils ont même s'il y a des grosses conséquences, au moins, ils les savent. Et savoir, c'est contrôler, tu vois? Mais c'est ça, c'est la limite, elle est là, c'est qu'ils connaissent pas toutes les complications. Mmh. Et tu as dit une phrase clé tout à l'heure, c'est ils sont réfractaires au changement. Mais en vérité, cette médecine conventionnelle, c'est elle qui a apporté le changement. Cette médecine basée sur la pharmaceutique, sur la technologie, elle a pas 150 ans. Autrement, avant, on se traitait avec de la médecine holistique. Et ça Mmh. marchait très bien. Mmh. Tu regardes en Chine, pendant des milliers d'années, les médecins de médecine chinoise, leur boulot, c'était de prévenir la maladie. Et ils ne prenaient aucun paiement si leurs patients tombaient malades et ils devaient gérer eux-mêmes les maladies. C'est montré à quel point c'est rare de tomber malade en Chine à l'époque. Mmh. Donc, non, le changement, c'est la médecine allopathique, c'est tout Ouais. le contraire. Et on devrait avoir un retour au rationnel. On devrait avoir un retour comment te dire, à la physiologie humaine, aux patients et pas aux fragments de patients. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai des patients qui viennent me voir, ils ont vu 10 spécialistes
chacun pour un symptôme. Et il n'y en a pas un qui est Mmh. foutu d'avoir la vision exactement, globale, 360 degrés sur l'individu, et assembler tous ces symptômes et les rattacher à un même, on va dire, à une même cause, à un même Mmh. diagnostic. Voilà, une cause, ouais, aller chercher. Finalement, tu tournes en rond, quoi. Mm. C'est fou comment sur une si petite période de l'humanité, avec beaucoup de publicité et de marketing, on arrive à mettre dans l'esprit des gens, et le mien aussi, finalement, que tout ce que c'était la normalité. Mmh. Oui, Du coup, toi, dans ta façon de faire, donc tu as vraiment, voilà, ce côté quand tu as les personnes qui arrivent en dernier recours, tu as pas de problème à leur dire: «OK, donc là, en fait» et à sortir un peu de ça et leur dire: «En fait, là, c'est ce probiotique, c'est ça». Donc toi, tu intègres déjà des des solutions alternatives dans tes consultations? ah, complètement, complètement. Et les rares cas où je ne le ferai pas, c'est quand je vois que le patient lui-même est réfractaire. Mmh. Quand je vois qu'il me vient avec une présentation typique qui mériterait une approche holistique, mais qu'en fait, il ne reçoit, il n'intègre rien du tout, et il est dans le refus total, et il est plutôt dans la confiance aveugle vers la médecine conventionnelle. Et ça, c'est vrai que d'un point de vue philosophique, ça me déchire, et j'aurais tendance à dire, bah, allez voir quelqu'un Mmh. qui va vous le faire. Moi, c'est pas, je trempe pas là-dedans, sauf que bah, je suis quand même chirurgien digestif, et on attend de moi un certain nombre enfin, un certain type de management et de prise en charge, et j'ai pas tellement le choix de refuser ce Oui. patient. Mmh. Mais c'est déjà, c'est Il peut vraiment choisir bien. sa prise en charge. C'est vraiment bien parce que, c'est aussi prouvé que si tu prends, si tu prends un protocole et que tu as vraiment pas confiance dans ce protocole ne peut ne pas marcher, quoi. Le cerveau est vraiment fort là-dessus. Donc ça Complètement, sert à rien d'aller à complètement. l'encontre des personnes aussi. Puis Oh, chacun son moment. Tu peux pas non plus changer tout le monde, tu vois? ah non, absolument, absolument d'accord. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Tu peux pas aider une personne contre elle-même. Mmh, c'est ça. Mm. Et comment tu fais du coup? Parce que je suppose que tu as envie que les personnes que tu accompagnes, elles aient une démarche un peu plus préventive. Comment tu fais pour Bien sûr. introduire ça? Et puis je suppose que tu as des rendez-vous super courts, donc tu peux pas éduquer une personne sur la santé préventive en une demi-heure? Alors, je parle très vite, ça c'est ma chance. Et j'ai développé des petites feuilles que je leur fais photographier, et on va à travers tous les items ensemble. Pour ce qui est de la prévention, une fois que tu as expliqué la cause de leurs maux, la vérité c'est que c'est très simple d'éviter ces maux par la suite. Donc moi je leur explique, la base étant l'intestin, la base étant la flore intestinale, je leur explique globalement les causes les plus fréquentes qui vont interférer avec cette flore intestinale. Ça va être les anti-inflammatoires, ça va être les antibiotiques, ça va être le régime alimentaire malsain, et surtout l'augmentation du sucre. Ça va être ne serait-ce qu'un épisode d'intoxication alimentaire. Ça peut te défoncer ton intestin. Ça peut être la viande rouge, ça va être la viande rouge quotidienne. Tu as beaucoup de gens qui sont encore sur ce régime-là. Donc, je leur fais un peu des bullet points, en fait, des points assez rapides. Je vais sur ces messages-là, parce que le style de vie des gens est tellement malade, ne serait-ce que corriger 10% de ce qu'ils font, ça amène un bénéfice tellement criant d'évidence que tu rends quand même service. Même si tu fais pas la liste entière, tu rends quand même service. Et s'ils doivent savoir un peu plus encore, ils reviennent, et on complète. La porte elle est toujours ouverte. Mmh. J'ai une question un peu plus, hem, spécifique. Quel est toi ton avis sur les probiotiques et qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseilles de prendre des probiotiques en préventif? Alors, probiotique, 100% probiotique all the way. Alors en préventif, Est-ce que alors tu par donnes exemple, toujours quand il y a un mot ou est-ce que tu vas dire, voilà, il faut prendre 2 fois par an ou à l'année ou? alors moi je leur donne des cas spécifiques. Par exemple, quand ils prennent des antibiotiques, Mmh. clairement. Quand ils ont pris des anti-inflammatoires, ça c'était avant de me rencontrer, parce que je mène une guerre philosophique contre les anti-inflammatoires. Donc quand je sais qu'ils en ont pris pendant une certaine durée, je leur dis essayez de rétablir un peu votre muqueuse intestinale et votre flore avec les probiotiques. J'ai tendance à leur dire aussi quand ils voyagent, parce que quand on voyage, on n'est pas maître de son alimentation.
pendant chaque épisode d'intoxication alimentaire. Donc, au final, tu vas avoir quand même beaucoup de cas, beaucoup de situations où le probiotique, je vais l'utiliser, euh, même en prévention. C'est pas que du curatif. Quand je leur explique que 24 heures de mauvaise bouffe peut modifier la population bactérienne de ton intestin, ça fait froid dans le dos et en même temps, ça veut dire que c'est accessible de corriger le tir et très très vite même, hein. Les Mm. probiotiques, c'est parce que pourquoi je te dis pas non plus à l'aveugle parce que en fonction si la personne a de la dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre entre la flore intestinale bénéfique et celle qui est délétère. Et ben, en fonction de ce que tu as comme cartographie bactérienne, prendre des probiotiques, ça peut aggraver tes symptômes. Il y a des scientifiques qui disent que la population bactérienne, elle est tout aussi spécifique d'un individu que l'empreinte digitale. Donc, c'est pas n'importe quel probiotique qui va faire plaisir à tous les patients et c'est très spécifique. Donc, il y a un petit peu de tâter dans le noir hein, avec ça. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu ça, c'est chez doTERRA, tu vois. Alors, depuis que petite, j'ai toujours entendu ça. Le probiotique, ça fait quand même longtemps qu'on en parle, tu vois. Mhm, Mais c'est que chez doTERRA que j'ai. En fait, ils ont un protocole, tu vois, où ils vont. On va d'abord nettoyer, on va d'abord supprimer les mauvaises bactéries, toujours mhm. avant de prendre des probiotiques. Euh, et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en effet, c'est vrai que j'ai eu plusieurs personnes qui. Enfin, moi, ce que je fais, je le fais à chaque fois de manière générale parce qu'en effet, j'ai entendu qu'il y avait des pathologies qui pouvaient. Enfin, les probiotiques peuvent aggraver les probiotiques pris à l'aveugle peuvent aussi aggraver, quoi. Oui, ouais. Et du coup, les protocoles de nettoyage d'Otera, C'est plusieurs huiles essentielles qui vont justement être antibiotiques, mais antibiotiques naturels, tu vois. Donc, il y a de l'origan, l'origan. il y a de l'origan, il y a de l'herbe à thé, et puis il y a un mélange, il y a du citron qui va avoir Mhm. des propriétés purifiantes. Et il y a, je crois qu'il y a la synergie On Guard, donc qui contient de la cannelle, du clou de girofle, des, des huiles qui sont antibactériennes, tu vois, mais assez peu dosées, hein. Je crois que c'est 2 gouttes. Ok. Ouais, voilà. Alors, origan, c'est ce que j'utilise déjà, mais pas en huile essentielle. Du coup, tu fais comment en En huile tout infusion? court. Non, en huile, mais capsule, en gélule. Ok. Mm. Ok. Arbre Mais en à huile thé, comment, du coup, tu fais c'est pas moi qui macérer l'ai fait. le. Oui, mais du coup, c'est C'est peut-être pas des moi huiles qui l'ai fait. essentielles. C'est peut-être des huiles essentielles, du coup, non? Comment tu fais pour mettre Euh, en huile de l'origan? je ne sais pas. Je ne vais pas te mentir, je ne sais pas. Non, mais c'est bien de. Je leur conseille enfin, de les commander en ligne sur un site particulier où je sais que tu peux avoir des capsules qui soient pas OGM, Bah vegan, oui. etc. Mais c'est vrai que j'ai pas vu si c'est. Il me semble que c'est peut-être de l'huile pressée à froid, mais je pense pas que ce soit de l'huile. Je sais Non, pas. c'est sûrement de l'huile. Alors, je pense que c'est des huiles essentielles, hein. Si c'est de l'huile, l'origan, je le connais pas. Après, tu peux le faire, tu peux faire macérer dans l'huile, un petit peu comme tu ferais macérer des pétales de rose et tout, mais je pense pas qu'il y ait des propriétés aussi puissantes. En fait, si tu veux, ce qui est intéressant dans l'huile essentielle, c'est que tu te retrouves avec vraiment la puissance de la plante dans une goutte. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, une goutte Oui, de menthe poivrée, ça fait 28 tasses de menthe poivrée en tisane. Donc, avec une goutte, on arrive à vraiment récupérer la force de la plante. Donc, je pense l'essence. que. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Mais bon, à creuser, tu regarderas, tu me diras. Mais oui, du coup, oui, c'est une très bonne question. Parce que la capsule elle-même sent l'origan. Donc, Nous, et c'est elle des est petite. capsules aussi. C'est une capsule qui Ouais. contient l'huile essentielle d'origan, de citron, d'arbre à thé, et puis cannelle, clou de girofle, tout ça. Mais il y a un Et dosage assez faible. bah, tu vois, l'arbre à thé, j'utilisais pour mes patients, les patients en réanimation ou patients diabétiques avec des pieds un peu pas trop, enfin, maltraités et avec des mycoses fongales. Marche très Hmm, bien. Petit mélange hmm. huile de coco plus arbre à thé, super. Hyper bien, beaucoup mieux que Mm. toutes les crèmes qu'on peut avoir qui Oh, fonctionnent pas me parle forcément même plus de bien. ces crèmes. Ouais. Non seulement La elle marche pas bien, cortisone, mais en plus, ouh, commence hmm. même pas. Ça revient toujours après, quoi. Ouais. Ok. Euh, Aujourd'hui, quand tu regardes la médecine d'aujourd'hui, que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te frustre? Hmm. Il y a quasiment tout qui me frustre. Dans l'appellation médecine allopathique, tu te rends compte, tu as déjà, dans le mot, là, tu as déjà une critique en soi. C'est une médecine qui va s'adresser enfin, qui va concentrer sur les symptômes.
Tu sais que je me rappellerai toujours mes cours de médecine, le nombre de diagnostics, on t'apprend à attacher des symptômes avec des maladies, des causes, des étiologies. Et il y a des maladies qu'on appelait idiopathiques, c'est-à-dire dont on ne connaît pas la cause. Avec Oui. l'approche holistique, ça n'existe pas, ça. Avec l'approche holistique, tu sais très bien quelle est la cause de n'importe quel symptôme. Mm. Et la médecine allopathique, elle est dangereuse parce qu'à force de compartimenter la prise en charge d'un patient qui a plusieurs symptômes qui concernent plusieurs spécialités différentes, le traitement de tel symptôme va jouer sur tel symptôme qui aura donc une interaction médicamenteuse peut-être, ou aggraver tel symptôme s'il voit un neuro, un dermato, un gastro, un cardio. Et cette compartimentalisation de la médecine fait que c'est absolument inefficace et dangereux. Donc moi, c'est ça qui me frustre. Et, et je ne sais pas comment le réveil va se faire en France. Je ne sais pas si tu as vu récemment, mais ils ont passé une loi enfin c'est Darmanin, je crois, qui veut faire passer cette loi, de mettre une amende à tout médecin qui fera la publicité des médecines autres que celles validées par le collège des médecins, enfin l'ordre des médecins. Donc, en gros, tout ce qui n'est pas médecine allopathique. Et celui qui critique la médecine allopathique, tout pareil. Amende et peut-être prison avec sursis. On marche sur la tête. C'est toi qui me l'as dit. En effet, j'ai pas regardé les infos là-dessus, mais c'est juste incroyable. Juste incroyable. Mais après, je pense que le changement, il va pas venir des médecins, il va venir de la demande. Exactement Complètement. comme il est en train de se passer. Et regarde, c'est ce qui s'est passé chez vous, c'est ce qui est en train de se Mm. passer chez nous. Voilà, les déclics sont différents, mais il se passe la même chose. Mhm. Donc c'est intéressant de pouvoir aller éduquer et que les personnes prennent conscience et qu'ils s'y intéressent aussi, parce que je pense que maintenant ils arrivent chez toi en te demandant explique-moi en fait. Ah, complètement, complètement. Mais donc effectivement, ça va être... Ça pourrait commencer avec ne serait-ce que l'apprentissage de la nutrition et de la physiologie, de la micronutrition. Ça suffit pas ce qu'on a. J'ai appris des choses avec la médecine fonctionnelle que j'aurais dû savoir en tant que médecin et que je n'ai pas su. C'est ridicule. Tu vois, Maintenant, oui, dis-moi. ouais, je disais, tu vois, par exemple, après, en fait, il y a une demande qui vient de la population, et en fait, après, ça change aussi au niveau des formations. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un podcast avec un médecin généraliste, justement, il me disait, l'aromathérapie, on n'en a jamais entendu parler pendant les études. L'homéopathie, Ouais. j'ai dû faire une demi-heure sur l'homéopathie, la nutrition, 2 heures. Voilà, le reste, c'était vraiment sur les médicaments allopathiques. Et du coup, il y a un autre exemple aussi que j'ai en tête, c'est les sages-femmes. Il y a de plus en plus de demandes d'accouchement naturel, sauf que les Mhm. sages-femmes, elles ne sont pas formées à la physiologie. Elles sont formées à faire des accouchements médicalisés. Et donc, il n'y a pas longtemps, ils ont rajouté une année de formation aux sages-femmes pour apprendre la physiologie. Hmm. Tu vois? Donc, OK. je pense que c'est aussi nous qui allons faire que... La euh, pression de la population. Bah, voilà. écoute, j'espère bien parce que tu sais, avec cette envolée vers l'hyper-technologique, tu sais, toi, la chirurgie robotique, maintenant, ils parlent de faire des chirurgies automatisées sans chirurgien impliqué. On est en train de... Et faut le savoir, hein, une procédure avec chirurgie robotique, ça coûte une blinde. Le robot lui-même coûte des millions, mais en plus, il y a les consommables, c'est-à-dire les produits que tu utilises lors de la procédure pour stériliser le robot, c'est-à-dire ce qu'on appelle le champé, le protégé de plastique, les outils qu'on utilise qui sont propres au robot, mais qui sont jetables. C'est une ruine écologique, une ruine économique, mais pourtant, c'est un domaine d'investissement scientifique et financier qui n'a pas son pareil. Alors que revenir à l'aromathérapie, tu te rends compte, l'aromathérapie, elle ne coûte quasiment rien et elle a un effet radical. Rien que ça. C'est, on marche vraiment sur la tête. Mais bon, c'est à partir du moment où un domaine est politisé, parce qu'évidemment, quand l'argent est impliqué, c'est un peu patouche, hein, on peut pas changer grand-chose. Les lobbies sont impliqués et voilà, l'aromathérapie, ça reste, ou la médecine fonctionnelle, ça va rester
une niche pendant un temps. J'espère que ça va changer, mais ça va rester la niche des gens un peu des hippies, entre guillemets. En fait, le truc, c'est que l'aromathérapie ou même la médecine fonctionnelle, ça demande ça demande plus de disponibilité mentale. Parce que tu vois, aujourd'hui, on te vend du Doliprane, on te vend une plaquette avec une dizaine de Doliprane. C'est quoi? Tu prends avec de l'eau, puis c'est fini. L'aromathérapie, faut un petit peu savoir combien de gouttes tu dois mettre, comment, de quelle façon, etc. Donc, ça demande un peu plus Mhm. de disponibilité mentale. Après, tu disais que c'était moins cher, que ça coûtait rien par rapport à l'industrie du médicament. Mais quand on regarde, c'est quand même bien fait l'industrie du médicament. Au final, quand on achète une boîte de Doliprane, OK, elle va nous durer peut-être une semaine, ça dépend des personnes, mais elle coûte vraiment rien. Enfin, ça coûte rien. Par contre, quand on achète une trousse d'aromas, on va investir. On va en avoir pour plus longtemps. Donc il faut regarder, tu vois, par exemple, le prix à la goutte. Mais ça, les personnes ne sont Oui, pas prêtes n'ont pas fait encore ce chemin-là de prendre le prix à la goutte pour comparer à leur Doliprane. Ils comparent la boîte versus la boîte, tu vois? oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est une vision obtuse. Faut une certaine ouverture et une certaine sagesse pour entrevoir le bénéfice. Parce que le Doliprane, par exemple, effectivement pas cher, mais bon, j'ai vu une étude qui disait que dans une vie, il valait mieux utiliser moins de 1000 comprimés, enfin 1000 grammes de dafalgan, enfin de paracétamol. Autrement, on risque l'insuffisance rénale. Le Doliprane, c'est surtout, moi je l'ai connu pour les effets sur le foie. Tu peux, au-delà de 8 grammes, je crois, avoir un sacré coup sur le foie. Et c'est la première cause de greffe hépatique dans le monde, l'excès de Doliprane. On n'en parle pas trop de ça. Euh, non, bien sûr que non. Et pourtant, je pense que c'est le médicament le plus prescrit en France pour ce qui est contrôle de la douleur et de la fièvre. Mais quand tu apprends que tu as un nombre limité de Doliprane dans la vie, tu peux être amené à revisiter les autres options pour justement calmer les douleurs. Mmh. Et c'est Didier Raoult qui a parlé dans une interview qui disait que la chikungunya, qui avait frappé, je crois que c'était la Réunion à l'époque, elle avait engendré pas mal de dégâts, notamment parce que comme elle causait beaucoup de douleurs musculaires, les gens prenaient beaucoup de Doliprane. Et ce Doliprane fragilisait le foie qui donnait beaucoup plus, enfin qui fragilisait du coup l'individu face à la chikungunya. Donc il y a un prix à payer Mmh. avec cette pharmacologie et quand les gens vont ouvrir les yeux et leur mental vis-à-vis de ça, je pense qu'on va progresser, on va faire un bond de géant. Mmh. C'est ce à quoi sert, ce que tu fais au quotidien, puisque ce que j'espère que ce podcast va amener aussi. Si on terminait par une question, par une ouverture, j'ai envie de dire, Mmh. si on avait une baguette magique et qu'on rêvait un peu de la médecine idéale, comment tu aimerais accompagner tes patients? Comment tu voudrais que le système de santé soit? Question compliquée. Mmh. Oui, très compliqué. En fait, la médecine d'urgence, la chirurgie, la cardiologie interventionnelle, toutes ces disciplines où on a besoin de quelqu'un sur place dans les heures qui suivent pour avoir une procédure pour vraiment régler, passer du noir au blanc. Cette médecine conventionnelle, on en aura toujours besoin parce que les gens n'auront pas toujours accès à un style de vie sain, n'auront pas toujours accès aux huiles essentielles, etc. Mais dans l'idéal, ce serait, je pense, top que les facs de médecine dédient une partie de notre formation à, aux médecines pas alternatives. Encore une fois, je répète, pour moi, la médecine allopathique, c'est elle la médecine alternative. La médecine vraie, c'est la médecine holistique. Et donc, s'intéresser à la médecine chinoise, la médecine indienne, euh, la médecine fonctionnelle avec la micronutrition, l'emploi de l'aromathérapie, l'homéopathie. Voilà, moi, j'ai grandi avec la culture de l'homéopathie. Il n'y a aucune étude qui prouve quoi que ce soit. C'est de la daube. Et, et je regrette d'avoir réfléchi comme ça, juste à cause de ce lavage de cerveau que tous les médecins et tous les étudiants en médecine subissent, parce que je sais qu'il y a des protocoles homéopathiques qui ont sauvé des gens qui ont souffert du long Covid, par exemple. Que l'homéopathie et pas autre chose. La kinésiologie, en fait, il faudrait. Tout ça, ce sont des choses qui ont été étudiées, hein. Il n'y a pas forcément d'essais randomisés comme ils ont ces labos pharmaceutiques ont établi ce must de rien ne peut être appliqué sauf si ça a été prouvé par un essai randomisé. Mais personne n'a les sous pour financer un essai randomisé autre que ces labos pharmaceutiques. Donc voilà, le calcul est vite fait.
Et puis toute la société évolue, tout évolue et j'avais lu un livre de Bernadette de Gasquet qui disait que tous les 10 ans, il y avait 50 des études qui étaient remises en cause, tu vois? Je me dis dessus, on lui fait dire ce qu'on a envie de lui faire dire. Ah, complètement. Regarde les œufs. Un coup, il faut manger des œufs tous les jours. Un coup, il faut pas manger des œufs tous les jours. Un coup, il faut dormir sur le ventre. Un coup, faut dormir sur le dos. C'est, on fait dire. Ouais, Il y a quelqu'un qui avait fait. Je terminerai là-dessus. C'était une blague d'un médecin, je crois, britannique, qui avait fait un papier fake en disant que les joueurs de violoncelle avaient plus de cancer des testicules. Et statistiquement, il avait bidouillé son truc en faisant baser sa réflexion sur les fréquences des vibrations de cordes. Et la problématique, c'est que alors qu'il a sorti cet article comme une blague, d'autres articles sont sortis derrière en disant que les joueurs de guitare, les joueurs de machin, et ça a entraîné une vague de papier et il a dû faire une rétraction, mais un certain nombre d'années après. Tout ça pour dire que on fait dire ce qu'on veut à un article médical ou pseudo-médical. Donc, faut se méfier aussi des études comme ça. mmh. Donc du coup, si on revient à ma question de base qui était, comment tu vois la médecine? Donc plus de micronutrition, plus d'holistique. En Mm. fait, revenir Dans aux la bases, formation. quoi. Ouais, dans la Revenir aux formation. bases, mais dès la formation, parce que là, on est dans un formatage. Ils formatent des étudiants en médecine comme des robots. C'était pas le cas avant. Avant, parce qu'on était généraliste, on était Mmh. obligé d'être compétent. Et d'ailleurs, le concours de médecine était particulièrement plus dur avant, et c'était être interne des hôpitaux, c'était quelque chose, c'était un certain prestige. C'est plus tellement le cas, on est plus nombreux, mais du coup, la formation s'est dégradée. Si on redevient un peu généraliste, je pense qu'on redeviendra compétent parce qu'on n'aura pas d'autre choix que d'être holistique dans notre approche. Mmh. À partir du moment où on est holistique, on ne ratera pas le diagnostic, ce qui n'est pas le cas tout de suite. Mmh. Et je sais pas si tu sais, mais moi, je suis partie faire un tour du monde à la voile et je me suis formée pour ça Oui, tu m'as dit. avec des médecins. Et en fait, c'est vraiment ça aussi qui m'a fait que je pense qui peut être intéressant aussi à l'avenir, c'est la reconnexion de nos esprits, de notre corps et de ressentir parce qu'on est tellement dans des vies à 30 000 à l'heure que parfois on sent plus, qu'on a mal à la tête, qu'on est fatigué, qu'on a mal au ventre, on perd un peu toutes ces sensations. Et tu vois, il C'est avait vrai. dit: «En mer, en fait, il faut que vous soyez vraiment connectés parce qu'un mini mal de ventre ou mal de tête, vous ne pouvez pas laisser passer parce qu'on vous avez pas dû nous, on a tellement l'habitude d'avoir quelqu'un qui peut nous sauver pas loin de chez nous qu'on a tendance à laisser et puis on verra et puis au pire, on ira à l'hôpital». Et Mhm. se dire qu'il y a pas d'hôpital et que tu Ouais, ben, ça fait switcher un peu et ça fait connecter et en fait, on se rend compte que quand on connecte, on peut mettre en place des solutions et on peut ne plus aller à l'hôpital et puis être en bonne santé, en fait. absolument. J'extrapole un peu, mais tu vois, c'est un peu le schéma de pensée que je me dis que j'aimerais trop que les gens aient dans l'avenir, quoi. Ah, mais ça, ce serait le rêve. Je vais pas exagérer en disant que aller à l'hôpital, c'est presque se mettre en danger avec la médecine allopathique. Je vais pas dire ça, mais c'est pas la solution pour tout. Et la majorité des maux ne nécessitent pas qu'on aille à l'hôpital. Mmh. Mmh. C'est ce que disait le médecin aussi que j'ai interviewé. Il disait que, ben, 80 des lui, il était formé pour traiter des cancers et tout, mais que 80 des personnes qu'il avait, c'était des choses qui étaient hors de son scope, en fait, de formation. Top. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton partage, pour ton temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour terminer? Que tu voudrais dire aux personnes qui nous écoutent? Ah bah, je vais profiter de ne pas être sur les réseaux sociaux du coup pour pouvoir faire passer ce message pour tous ceux qui nous écoutent. J'espère que vous n'utilisez pas d'anti-inflammatoires, que ce soit Voltaren, aspirine, Brufen, Advil, ibuprofène, toute cette catégorie d'anti-inflammatoires. Les gens ne savent pas, mais c'est très délétère sur la flore intestinale. En tant que chirurgien, moi, ça fait 10 ans que je ne prescris plus ces médicaments parce que j'ai vu les complications que ça a pu causer. J'ai vu des petits furoncles périanaux se développer en gangrène et nécessiter une chirurgie en urgence. J'ai vu évidemment des perforations d'estomac. J'ai vu des pancréatites, j'ai vu des plaies opératoires se rouvrir complètement parce qu'elles n'ont pas des saignements post-opératoires. Il faut savoir que les anti-inflammatoires empêchent l'inflammation. Sauf que les gens ont du mal à comprendre que l'inflammation est nécessaire pour la guérison.
Il y a 4 stades au niveau de l'inflammation pour amener à la guérison de toute plaie ou de tout saignement. Et si on ne laisse pas ces stades se passer, et donc parmi ces stades, il y a la douleur, on entrave la guérison. Et je ne dis pas qu'il faut absolument souffrir quoi qu'il se passe. Non, il y a des antalgiques qui n'interfèrent pas avec l'inflammation. Le Doliprane, il en fait partie. Il a une petite propriété anti-inflammatoire, mais ce n'est pas au stade des anti-inflammatoires dont j'ai parlé. Il y a le Nefopam, l'Acupan, il y a le Tramadol, c'est un peu plus costaud. Il a des effets secondaires. Il L'addiction, donne un peu la nausée. L'addiction, le encore qu'en tramadol, France, non? oui, oui, oui. Encore qu'en France, j'ai trouvé que beaucoup moins qu'aux Émirats. Aux Émirats, il y a un véritable problème avec le Tramadol. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a quand même quelques pistes. De manière générale, quand on a mal et que le Doliprane, l'Acupan et un sac de glace, un pack de glace sur l'endroit ne suffisent pas, c'est qu'il se passe quelque chose. Dans mon expérience, c'est qu'il se passe quelque chose qui nécessite l'attention du médecin. Mais en général, en post-op, si tout va bien, tout ça, cette prise en charge devrait suffire. Mm. Donc, j'aimerais que les gens le disent à leurs proches, à ceux qu'ils aiment, à tous ceux qui les entourent, d'éviter les anti-inflammatoires. Les antiacides également, j'aimerais qu'ils ne les prennent pas. Les antiacides, à partir d'un certain âge, à partir de 35-40 ans, on manque d'acide. On manque d'acidité dans l'estomac, 40% à peu près. Et c'est ce qui amène le fait que, au bout d'un moment, on a du mal à digérer les lentilles, les pois chiches, les brocolis, ça nous donne des gaz, etc. L'acidité dans l'estomac, c'est capital pour la digestion. C'est capital aussi pour le contrôle des mauvaises bactéries, mauvais germes dans l'intestin. Et quand on en manque, on a cette pullulation bactérienne, virale, parasitaire ou fongique, mais également cette malabsorption des nutriments clés dans Mhm. l'alimentation. Et prendre de l'antiacide parce qu'on a des brûlures à l'estomac, c'est dangereux parce que les brûlures à l'estomac peuvent être aussi bien causées par des reflux d'acidité, mais également par des reflux biliaires dans l'estomac. Et c'est le contraire qu'il faudrait pour les reflux biliaires, par exemple. Typiquement, du vinaigre de pomme, ça peut régler la situation. Tout ça, c'est un petit exemple, mais globalement, les antiacides et les anti-inflammatoires, c'est ce qui amène le plus souvent au problème de flore intestinale. Et si les gens peuvent éviter de les prendre, ça les protégera. Voilà. Mm. Ouais, donc éviter de les prendre et puis s'il y a trop d'inconfort, contacter quelqu'un qui est un médecin qui va avoir une dimension holistique et qui Holistique, va oui. pouvoir aller chercher la cause plutôt que penser qu'il y a un symptôme, À quoi. médiquer. Mm. Mm. Top. Bah, écoute, merci beaucoup encore pour ton temps et puis Avec grand plaisir, Audrey. bonne continuation. Merci. C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi. N'hésite pas à partager ou noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À très vite pour un prochain épisode.